Bonjour chères auditrices et chers auditeurs et bienvenue à ce balado avec M. Daniel Taillant qui est le directeur exécutif de la Commission de coopération environnementale. C'est la commission qui avait été créée à l'époque sous l'ancien traité de libre-échange Canada-Mexique-États-Unis qu'on appelait l'ALENA et qui continue bien sûr aujourd'hui en vertu de ce nouveau traité. Donc, je vous le présente, M. Taillant, bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui. Non, merci à vous. Et puis, je vais vous présenter officiellement pour que nos auditrices et auditeurs sachent qui vous êtes s'ils ne vous connaissent pas déjà. Alors, M. Taillant, il défend depuis longtemps la justice environnementale et la protection de l'environnement à l'échelle internationale. Sa carrière s'étale sur plusieurs dizaines d'années et il a plus précisément travaillé avec des organismes chargés du développement international, a agi comme conseiller auprès du gouvernement et a collaboré avec des organisations de la société civile en Amérique latine et dans le reste du monde. À ce titre, il s'est employé à préconiser des approches novatrices de protection de l'environnement, à encourager l'intégration de critères de viabilité dans le financement du développement international et à promouvoir une meilleure reddition de comptes par les entreprises en matière de développement durable. Depuis la dernière décennie, il se consacre à une urgence climatique toujours plus inquiétante en visant à réduire, par tous les moyens, la progression du réchauffement de la planète à court terme. Notamment, il vise à éliminer progressivement les polluants les polluants climatiques les plus intenses, dont le méthane, le carbone noir et les hydrofluorocarbones, tout en renforçant la résilience climatique et la capacité d'adaptation des collectivités les plus vulnérables et les plus désavantagées. Alors, nous sommes ravis et honorés que vous ayez accepté de tourner ce balado avec nous, M. Taillant. Merci, merci. C'est absolument important de vous parler, de parler au public pour avoir cet échange. Ce dialogue. Exactement. Oui, et de faire connaître davantage la Commission, n'est-ce pas, et vos travaux et vos orientations. Donc, on sait que dans le plus récent rapport de l'ONU sur les contributions déterminées au niveau national, on a vu que ce rapport il démontre qu'on se dirige vers une hausse des températures de 2,1 à 2,4 degrés Celsius si toutes les promesses de réduction, bien sûr, si toutes les promesses, c'est un grand problème déjà, sont mises en œuvre. Donc, cela nous place quand même assez loin de l'objectif ultime de 1,5 degrés Celsius qui était prévu dans l'accord de Paris. Donc, que peut-on faire, selon vous, à l'échelle de l'Amérique du Nord pour pouvoir accroître l'action, l'ambition climatique? Oui, c'est très important d'abord peut-être de comprendre qu'est-ce que ça veut dire que 1,5 ou 2, parce que les gens... C'est théorique. Oui, c'est bien théorique, non? Et les gens parfois ne comprennent pas qu'est-ce que ça veut dire, non? Et on est en train de voir les problèmes dans le climat. On est en train de voir des ouragans, au Canada même, non? On pensait que les ouragans, c'était dans le Caraïbe, non? Et maintenant, on les a ici, au Canada. On commence à avoir des sécheresses intenses, des inondations, des feux, des forêts. Et ça vient toutes les années, hein? Ça vient toutes les années, et ça vient plus fort. Et c'est ça le problème de la température. Au fur et à mesure que ça augmente, les problèmes augmentent, non? Et devient beaucoup plus intense. Donc, je pense que le monde est en train de se rendre compte qu'on a un problème. Et ça, c'est cette limite qu'on a mis à Paris, dans l'accord de Paris, de dire il ne faut pas passer un certain limite de température parce que ça va devenir très, très intense et irréversible. Et c'est ça où on commence à sentir, à voir qui est vraiment le problème
avec le changement climatique. Oui. Et donc il faut penser aux actions, il faut penser à l'urgence, il faut penser à éviter qu'on dépasse cette température. C'est pour ça que c'est tellement important. Oui, puis il faut, les ambitions vont en ce sens-là. Il faut continuer à préconiser. Vous étiez vous aussi à la COP 27. Il y a des pays qui souhaitaient qu'on renonce au 1,5 degrés et heureusement, ça n'a pas été retenu, vous avez vu. Et peut-être avec les études, les nouvelles études qu'on a des scientifiques qui étudient le changement climatique, on a certaines directions de ces études. Et par contre, la société ne se rend pas compte de l'urgence et de la science et ce qu'on sait déjà, mais peut-être les actions qu'on est en train d'employer ne suffisent pas. Et je vais parler un peu de la décarbonisation. Oui. Parce que tout le monde parle de ça. Oui. Non? On pense que c'est tellement important, la décarbonisation de la planète, du système, de l'économie. Et tous les pays sont mis un peu dans ce chemin de la décarbonisation. Mais en fait, ça ne suffit pas. On peut décarboniser toute l'économie, on peut décarboniser toutes les industries, et cela ne suffit pas. Pourquoi? Oui, parce que pourquoi? le carbone, le CO2, le dioxyde de carbone, reste dans l'atmosphère. Donc, même si on s'arrête maintenant, on arrête toutes les émissions de CO2, la planète, ça va continuer à chauffer. Parce que le CO2 est dans l'atmosphère. Exactement. Le CO2 reste dans l'atmosphère pour des centaines d'années. Et ce que les gens peut-être ne comprennent pas, c'est que même la décarbonisation, immédiatement, ça va continuer à chauffer la planète. Donc, il faut penser à une autre stratégie. De capter ces gaz. D'un côté, c'est de capter, enlever le CO2, qui est techniquement très difficile, mais ensuite de penser à autres gaz qui ont un effet plus immédiat. Et c'est là peut-être ce qu'on est en train de découvrir comme nouvelle stratégie. Donc, je disais, même si on enlève ou si on arrête l'émission de dioxyde de carbone, ça va continuer à chauffer pendant des centaines d'années. Mais il y a d'autres gaz, dont le méthane, dont le carbone noir, dont les HFC. C'est plus facile peut-être de dire que les hydrofluorocarbures. Exactement. Ces gaz-là ont un effet immédiat sur le réchauffement de la Terre. Et c'est pour ça que dans les prochaines années, dans les prochains 10 ans peut-être, la stratégie d'enlever, d'arrêter ces gaz-là vont contribuer vraiment à arrêter le réchauffement de la Terre. En tentant de retirer ceux-là, plutôt que le CO2. On peut penser on peut penser peut-être que enlever ou arrêter le CO2, c'est comme un marathon de 100 ans. On a du temps. Il faut le faire, il faut gagner le marathon, d'éliminer l'émission de CO2, mais on a un sprint immédiat dans les prochains 10 ans pour les autres gaz. Parce que si on enlève ou on arrête l'émission de ces autres gaz, on peut éviter 0,6 de réchauffement. C'est intéressant parce que pour œuvrer dans le domaine depuis longtemps, c'est la première fois que quelqu'un nous expose cette réalité. Alors, je trouve ça intéressant que nos auditrices et auditeurs puissent entendre cette façon de voir les choses. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant, à court terme? Et le maths, c'est très simple. Même un enfant peut le comprendre. Si on ne veut pas dépasser 1,5 et on est déjà à 1,2, il ne reste que 0,3. C'est pour éviter le collapse. Et si je vous dis que les gaz super polluants, on les appelle, nous donnent 0,6, le maths est très simple. On évite 0,6 quand on est juste à 1,2 pour arriver à 1,5. 0,6, ça nous sert beaucoup. Donc, il faut s'attarder, comme vous dites, à ces autres. Exactement. Vous étiez à la COP 27, vous aussi, puis
cette COP, on le sait, elle est suivie en ce moment par la COP 15, hein, qui se tient à Montréal. Quels sont les liens que l'on peut faire, selon vous, entre cette question des changements climatiques et la biodiversité? Est-ce que ces deux sujets et enjeux devraient être réunis pour qu'on en parle une seule fois ou si ils doivent être traités séparément? Non, mais c'est très lié. Hein, c'est très, très lié à la biodiversité, fait partie de l'environnement. C'est l'essentiel dans l'environnement où on habite. Et on est en train d'agir sur une crise de l'atmosphère, mais qui a un rapport direct avec l'environnement. Donc, quand l'atmosphère ne fonctionne pas bien, on a un impact direct sur la biodiversité. Et en plus, le problème qu'on a, c'est justement qu'on a tellement changé la biodiversité qu'on commence à affecter l'atmosphère. C'est tout lié. Donc, quand on a commencé à parler de ces deux choses, c'était ensemble. Donc, il y a plusieurs années où les conférences ont démarré ensemble. Peut-être on a séparé la discussion, mais en fait, c'est une discussion qu'il faut avoir ensemble. Très, très important. Bon, alors, peut-être qu'on va voir dans les prochaines années que les forums de coopération internationale tels que la COP ou la CE, ce que je peux dire, avec la COP 27, qui vient de finir à Sharm el-Sheikh en Égypte, on a eu des messages, on a trouvé des messages très clairs. Non? Cette question de 1,5 comme chemin. Non? Le chemin qu'on doit prendre est clair, mais c'est aussi clair, et on l'a dit, qu'on n'est pas sur le bon chemin. Ça, c'est le problème. Et je pense que, différemment des autres COP qui ont lieu chaque année, cette fois-ci, on est d'accord qu'on n'est pas sur le bon chemin. Ça, c'est la COP sur les changements climatiques. Oui, celle de l'Égypte. Et qu'il faut se mettre sur le chemin. Et c'est pour ça que tout d'un coup, on parle du méthane comme gaz. Pourquoi? Parce que le méthane, de ces 0,6 degrés qu'on peut gagner, le méthane fait au moins 0,3. C'est beaucoup. Et c'est facile de faire des actions pour réduire le méthane dans les économies. Donc, ça serait réalisé dans les différentes orientations gouvernementales. Hein? Exactement. Si on peut dire. Et puis, M. Taillon, vous avez travaillé en justice environnementale. Hein? Pour la justice environnementale, ce n'est pas tous nos membres, hein, toutes nos entreprises qui connaissent aussi quelle est la justice environnementale. Quelle est la place de cette justice environnementale dans vos activités ici, à la Commission de coopération environnementale? Puis, est-ce que les changements climatiques posent des enjeux de justice environnementale, selon vous? On pourrait même poser la question, est-ce que la biodiversité pose des enjeux? Oui, non, absolument. Et c'est peut-être important de parler d'abord, quelle est la définition? Qu'est-ce que cette justice environnementale? Ou injustice, peut-être, c'est beaucoup plus approprié, non? L'injustice de l'environnement, c'est que pas tout le monde subit ou reçoit l'impact de ce qui est un problème dans l'environnement de la même manière. Non? Le changement climatique n'affecte pas tout le monde de la même manière. Et ça, c'est la base de la discussion. Qu'est-ce qui se passe? Bon, peut-être les gens qui ont moins d'argent, peut-être ont moins de capacité ou moins de... Ils sont moins préparés à s'adapter, exactement. S'il fait froid, on met le chauffage. C'est génial, c'est bon. Mais si on n'a pas de chauffage, qu'est-ce qu'on fait? Ou on n'a pas d'air climatisé, par exemple. Oui, exactement. Donc, la société a ses problèmes d'injustice. Parfois, c'est causé peut-être seulement pour l'argent. Mais parfois, c'est causé parce qu'il y a des inégalités de politique publique. On a fait exprès, on a pris une décision exprès pour favoriser un certain quartier ou un certain peuple et pas un autre. Et c'est là où on trouve le problème de l'injustice, de l'impact de l'environnement. Est-ce que votre organisation peut faire quelque chose pour la justice? Oui, il faut penser justement à comment faire depuis de la politique pour améliorer, pour assurer que l'investissement de l'État va
à aider ceux qui ont plus de besoins. Les plus démunis. Exactement. Et pour ça, il faut savoir où est cette inégalité de l'impact. Elle n'est pas tout à fait claire. On ne sait pas toujours exactement où va être l'impact de l'environnement. Mais dès qu'on a des problèmes de chaleur ou des inondations, des sécheresses ou des feux, il faut avoir les cartes, par exemple, qui montrent où est l'injustice. Et avec ça, on a les outils nécessaires pour diriger l'investissement de un portrait des zones les plus vulnérables et donc des populations les plus vulnérables. Exactement. Et là-dedans, il y a aussi, et je voulais parler de ça, une paradoxe qui est liée avec la discussion qu'on a eue tout à l'heure de l'urgence. C'est que même si on fait tout ce qu'on peut maintenant pour diriger les politiques du changement climatique, on pense aux générations futures, exactement. Est-ce qu'on est en train de prendre les idées, les bonnes idées, pour assurer que leur vie, que leur environnement sera sain et sauf? On peut beaucoup faire pour aider aux vulnérables d'aujourd'hui, mais si on ne prend pas les bons chemins, les bons choix, on va arriver à une certaine élimination ou destruction de l'environnement. Et c'est là où on trouve ce paradoxe de la politique actuelle de l'environnement. Il faut être sûr qu'on est en train de choisir, de bien choisir et diriger l'investissement pour assurer que le futur sera... Pour assurer exactement. Oui. Parce qu'on entend souvent, la Terre peut toujours survivre, l'être humain n'est pas nécessairement, n'est-ce pas? On parle beaucoup en ce moment, et on en a parlé à la COP en Égypte, on va sûrement en parler ici aussi à la COP sur la biodiversité. On parle de divulgation de risques et d'opportunités en changement climatique parce qu'on veut que les investisseurs sont préoccupés, par combien de temps d'investir dans un projet. Ils veulent connaître quels sont les risques climatiques, les opportunités aussi. Comment voyez-vous cette question de divulgation? Est-ce que votre organisation joue un rôle avec l'International Sustainable Standards Board, qui a un bureau à Montréal, qui a un siège à Francfort? Est-ce que vous avez... Non, c'est absolument nécessaire de penser justement à ça. Dans le secteur privé, s'arrange en matière financière, s'arrange en matière sociale parfois. Mais cette question du changement climatique fait une partie importante dans le secteur privé. Mais la question du risque n'est pas assez traitée. Non? Et on commence à voir cette discussion parce qu'avec les impacts tellement forts, tellement importants, on commence à voir ces risques. Dans un État comme la Floride, aux États-Unis, où j'habitais avant, l'entreprise qui m'assurait la maison a quitté la Floride. Pourquoi? Il y a trop de risques. Il a trop de risques. Ce n'est plus un risque, c'est une certitude. Alors que les assureurs s'intéressent aux risques. Et la question de ce risque n'est pas vraiment traitée de manière suffisante dans la discussion de l'économie. Et on est en train de penser justement à comment intégrer le risque dans le calcul d'investissement, dans le calcul économique, pour penser au futur de l'économie dans une situation où le changement climatique va commencer à gérer et à définir le bonheur économique des économies. Donc, vous allez vous y intéresser. On s'intéresse, on commence à discuter, on commence à avoir des échanges entre les pays pour penser justement à ça. On voit chez les États-Unis, chez le Canada et peut-être dans le futur au Mexique que les agences qui s'occupent justement du rapport avec le secteur privé dans les entreprises publiques qui sont dans la bourse commencent à penser à cette question. OK, très intéressant. Est-ce que, là, on a parlé des grandes questions, je pense, qui vous intéressent beaucoup en changement climatique, toute la question d'urgence, puis ce que vous avez partagé avec nous sur la nécessité d'éliminer les émissions de ces trois gaz les plus polluants.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer la genèse de la Commission de coopération environnementale, son mandat et puis sa mission, comment, pour que les gens qui ne vous connaissent pas puissent en apprendre davantage aujourd'hui? Non, la Commission naît dans les années 90, où on commençait à penser au commerce libre entre les États. Et dans l'Amérique du Nord, on avait le NAFTA, le traité de libre-échange de l'Amérique du Nord. Et c'est à ce moment-là on se rendait compte que c'était important de penser en même temps à l'écologie, à l'environnement. Finalement, en Amérique du Nord, si vous entrez dans Google Earth et vous voyez et vous enlevez les frontières, c'est un seul environnement. On partage les mêmes eaux et la même atmosphère. Exactement, les montagnes, ça commence en Alaska et ça passe par le Canada et ça descend vers les États-Unis, ça finit au Mexique, même à la capitale. Donc c'est un seul environnement. Et on se rendait compte déjà, la société civile était très forte et demandait ça. Et on a pensé au besoin d'avoir une agence, une collaboration entre les trois pays. Et c'est là où on a décidé de créer la commission pour la coopération de l'environnement. L'idée, c'est d'identifier l'environnement partagé, c'était d'identifier les besoins de protéger, de conserver. Et c'est là où on a commencé à travailler ensemble de manière formelle dans la protection de l'environnement et la commission est née. C'est bien, ça donne une belle mission. Est-ce que vous pouvez donner un exemple concret d'une initiative de la Commission? Oui, mais justement maintenant, on commence à parler de ce besoin d'adaptation. Oui. On voit dans la COP 27, c'était très important, même celle d'avant. Et les trois pays se rendent compte que c'est important de parler de l'adaptation parce que les communautés vulnérables affrontent maintenant les problèmes du changement climatique. Et donc on a commencé à penser à ça et on a un plan qui va démarrer bientôt pour traiter justement les besoins d'adaptation. Des trois pays. Les trois pays. Les trois pays maintenant commencent à avoir leur propre plan, mais comme une région, on commence à parler à comment unifier ces plans, penser à l'information qu'il faut entre les trois pays, penser à la politique et avoir une politique qui a des rapports entre elles. Et c'est là où la Commission peut trouver l'information nécessaire, peut aider à parler entre les pays, peut aider à montrer les problèmes partagés entre les trois et avancer ensemble vers un plan qui soit uni, qui soit complémentaire et qui travaille ensemble entre les trois pays pour avancer avec les actions nécessaires. À l'échelle de l'Amérique. Et puis, quel est le rôle, plus précisément, on a parlé de votre vision, mais votre rôle plus précisément de la Commission en changement climatique? Ouais. Bon, comme je vous disais avant, c'est une question d'identifier la vulnérabilité entre les trois pays, des communautés, d'identifier où la politique publique peut aider, quelles sont les politiques qui existent déjà, quel est le manque de politique, parce que parfois il y a une juridiction peut-être subnationale qui est bien placée, qui a pensé à ça, qui a employé quelque chose, et partager cette information, cette expérience du côté positif mais aussi négatif, ça sert à d'autres juridictions pour qu'ils puissent développer leur propre politique. Et donc le travail, c'est justement de partager, de montrer, d'identifier et de travailler ensemble pour améliorer. Un forum de discussion, c'est ça. Entre autres. Hein, en grande partie, c'est ça, mais qui aide aussi à pousser des politiques nécessaires. Oui, très bien. Puis, comment les entreprises peuvent-elles contribuer à vos travaux de la Commission, puis bénéficier de vos initiatives? Parce que, comme vous le savez, nous travaillons avec les entreprises. Ouais, les entreprises ont un rôle très, très important. Parfois, on parle toujours dans le domaine de la politique publique, et en fait, c'est une question, le changement climatique, c'est une question qui est pour tout le monde.
C'est pour toute la société, c'est pour tous les gouvernements à tous les niveaux, mais c'est aussi pour les entreprises et même les individus, non? Et la société civile. Donc, il faut d'abord, cette question d'urgence, il faut l'adopter. Et donc, l'entreprise doit reconnaître elle fait partie du problème. Et de la solution. Et de la solution, exactement. J'allais sûrement aller sur cela après, mais on est tous partie du problème. Le modèle ne fonctionne pas. Et donc, on doit être aussi partie de la solution, comme vous dites. Et donc, c'est là la première chose. Les psychologues nous disent qu'il faut accepter d'abord pour actionner après. Oui. Non? Et là, l'entreprise, une fois qu'elle accepte qu'elle fait partie du problème, mais qu'elle peut aussi être partie de la solution, elle doit identifier où actionner. On remonte au paradoxe, non? Et si on ne fait pas ce qu'il faut, si on ne choisit pas bien, c'est un grand problème. Donc il faut bien choisir. Identifier les priorités. Les priorités, exactement. Où est-ce qu'on peut contribuer long terme, mais à court terme aussi. Si on a un problème avec les gaz super polluants, il faut penser à ça. Méthane, la clim, non, les HFC, le carbone noir, c'est les priorités. Mais aussi penser à l'inégalité de l'impact. L'entreprise, toutes les entreprises ne sont pas les mêmes. Il y a des entreprises qui ont un impact très très fort sur certains secteurs de la société. Elles doivent être là et penser à cet impact. Donc, il faut vraiment penser où on est, qu'est-ce qu'on peut faire, quelles sont les stratégies les plus importantes et avec plus de probabilité de changer la situation. On a une urgence à court terme très importante et l'entreprise doit se mettre là-dedans. Oui, pour essayer de contribuer elle aussi. Ça, c'est très intéressant parce qu'on sent que vous êtes passionné aussi, M. Taillant. Puis, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder des balados que nous avons fait, mais nous terminons toujours avec 5 questions. Oui, j'ai vu. J'ai pensé un peu à ça, donc on va essayer de toucher ces questions. Mais la première, c'est quel est le mot que vous préférez le plus dans le vocabulaire du développement durable? Bon, je vais mettre 3 mots. Oui, c'est bien. Urgence. Oui. Action et espoir. Oui, bravo, parce que souvent, je pense que ça décourage les gens. Non, il y a beaucoup d'espoir. On peut faire, c'est ça le message. Ouais. On peut le faire, mais il faut agir. Il faut très rapidement. Oui. Et puis, ma deuxième, c'est quelle est la personne que vous admirez le plus dans le domaine du développement durable? Il y en a peut-être plus qu'une aussi. Ouais, je vais mentionner 2. Oui. Robert Bullard. Ah, je ne connais pas. Ouais, c'est le père de la justice de l'environnement. Ah, oui. Okay. C'est quelqu'un qui il y a beaucoup d'années, a pensé à ce problème avec les communautés noires du sud de l'Amérique, non? Et il a trouvé ce problème de racisme dans la politique de l'environnement. Il a commencé un mouvement. Et si on parle aujourd'hui de la justice de l'environnement, c'est grâce à lui. Ah, merci de nous partager ça. Et l'autre personne, c'est Mario Molina. Peut-être vous ne connaissez pas. Non, plus, je ne connais pas. Non, mais Mario Molina faisait partie d'un groupe de scientifiques qui a découvert le problème de l'ozone, le trou qu'on avait. Oui. Si ce n'était pas grâce à M. Molina et son équipe, on ne pouvait pas sortir de la maison aujourd'hui. Le problème était tellement limite que si on ne réduisait pas à ce moment-là les CFC, appauvrissant la couche d'ozone. Ouais, on ne pourrait pas maintenant sortir à la rue. On ne pense pas vraiment à l'importance de ce moment de l'histoire, mais c'était tellement important. C'était un Mexicain. Et c'est lui, avec quelques autres scientifiques, qui nous propose, il est mort maintenant, malheureusement, mais c'était lui qui a proposé le focus sur les super polluants. OK, donc c'est intéressant parce que le protocole de Kyoto a été, vous savez, adopté ici à Montréal. Il fallait des congrès, puis on se retrouve à la COP 15 en biodiversité, mais donc cet homme a fait une découverte majeure pour notre humanité. Énorme, et il nous a laissé la solution aussi. Et donc j'étais justement l'autre jour au Parlement du Mexique, et je parlais de lui, et ils sont très très fiers d'avoir M. Molina
comme Mexicains et ont contribué tellement. Mais eux aussi, ils ne savaient pas cette histoire des superpolluants. Et donc c'est tellement important ce message et qu'on se met sur le bon chemin pour traiter maintenant le changement climatique. Merci, parce que vous nous apprenez l'existence de ces personnes qui ont eu un rôle majeur dans notre société. Puis nous terminons toujours avec une question plus amusante, c'est que si la réincarnation existe, est-ce que dans quel, soit animal, arbre ou encore plante, vous souhaiteriez vous réincarner si ça existe bien sûr? Ok. Encore, je vais changer un peu la question et je vais parler de celui que j'admire. Oui. Et c'est emblématique pour nous parce que c'est même dans le logo de la commission. C'est le monarque. C'est le papillon. Le papillon monarque, exactement. Oui, tellement. Et le papillon, pourquoi? D'abord parce que c'est très fragile. Le papillon est tellement fragile, on le touche, est déjà un grand problème. Non? Mais le papillon travaille ensemble. Le papillon fait un voyage de milliers de kilomètres qu'il ne peut pas faire tout seul. Il le fait entre les générations. Donc, commence le voyage, il faut 5 générations pour arriver à la fin. Il sait qu'il ne va pas arriver. Il le fait pour les générations futures. Exactement. Et c'est 5 générations qui vont compléter le voyage. Et en même temps, et ça c'est la chose la plus incroyable et merveilleuse, il se transforme, le papillon. Il passe, il change même son essence. Et c'est ce qu'il nous faut maintenant. Il faut vraiment changer ce qu'on fait et ce qu'on est pour penser à un futur meilleur, un futur sauf et sain pour les générations futures. C'est pour ça que le papillon, c'est celui que j'admire le plus. Un emblème. Bravo, c'est très très beau ce que vous venez nous parler de ce papillon qui ne survit pas à son voyage et qui le sait. Alors c'est très touchant. Je veux vous dire merci beaucoup, M. Taillant. Ça fait une entrevue très instructive, constructive, qui nous donne aussi de l'espoir, mais qui nous fait aussi rappeler à quel point les changements climatiques, c'est une question d'urgence. Donc, excellent. Merci pour l'entrevue. Et puis, on en parlera sûrement dans le futur. Oui. Excellent de vous avoir ici. Oui, merci. Nous sommes heureux d'être dans votre bureau. Puis, au plaisir de vous revoir à la COP 15. Et comme je comprends que vous arrivez de la Floride, vous allez vous adapter à l'hiver du Québec. Je vous souhaite... c'est mon premier hiver, donc ça va être dur, je pense. Je vous souhaite de profiter de l'hiver. C'est une très belle saison. C'est ce que tout le monde me dit, il faut le profiter. Oui, quand on veut faire des sports d'hiver, c'est très, très agréable. Alors, je vous souhaite d'en profiter. L'hiver, c'est très beau. Vous allez voir, la lumière est fantastique aussi. Alors, merci beaucoup à tous, à toutes, de votre écoute. Et au plaisir de vous revoir, mais je vous invite à suivre les travaux de la Commission de coopération environnementale. Au revoir.